Rebonjour en direct de l'abbaye de Fontevraud pour la Global Conférence. Ça continue, on n'a même pas le temps de déjeuner, on continue à rencontrer des gens et à dialoguer de tous ces sujets passionnants. Et là, nous sommes ravis d'accueillir Paul Giniès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une part de Strat Conseil, vous nous expliquerez ce que c'est. Et c'est surtout au titre de coordinateur de la commission éducation-formation du CIAN, donc qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique, dont nous avons reçu hier le président délégué. Exactement. Étienne Giros, que vous êtes là parce que vous venez de participer à la conférence sur le thème économie numérique dans les pays émergents, accélérateur de croissance et ou de la fracture numérique sud-nord. Voilà, tout un programme. Donc c'est surtout de ça dont on va parler. Et si vous voulez bien, on commence tout de suite avec des questions sur ce thème-là. Une question de Fiona qui nous demande, une question assez générale, le développement de l'Afrique va-t-il inévitablement passer par une phase de développement rapide impliquant des problèmes environnementaux auxquels sont actuellement confrontés les pays développés? Alors, on s'éloigne un peu de l'éducation là, mais... Non, pas vraiment, mais bonjour Fiona. Mais d'abord, pas nécessairement, je ne vois pas pourquoi, j'espère, si on s'y prend bien en termes d'éducation, d'information, et justement l'économie numérique et le digital permet éventuellement d'ailleurs de ne pas produire des biens et de justement les dématérialiser. Donc on peut supposer aussi que ça peut permettre des raccourcis ou des sauts technologiques qui fassent des économies en termes d'impact environnementaux. Donc je prends un exemple. Là où on se déplaçait aujourd'hui, bien on envoie une information qui va transiter par Internet. Donc on réduit les distances. Des gens qui ne se déplaçaient pas, donc premier problème, par exemple, on prend les villes africaines aujourd'hui, et bien évidemment l'économie numérique va permettre d'éviter moins de déplacements, moins de pollution, etc. Le rapport ville-campagne va changer. Alors, évidemment, ça suppose de construire des infrastructures pour cela. Ça, c'est en train de se faire. Et puis le gros enjeu, c'est les contenus. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, la bataille, et c'est un enjeu pour les Africains, c'est qu'eux-mêmes développent des solutions, et c'est peut-être ce que permet aujourd'hui la discussion que nous avons eue ce matin, et on s'aperçoit que la solution ne vient plus du Nord qui dit bah, c'est comme ça qu'il faut faire, mais du coup, les gens, ils ont des problèmes à résoudre, et les problèmes deviennent des opportunités. Alors, c'est beaucoup plus facile parce qu'évidemment, pour faire cela, ils n'ont pas besoin de passer par l'expert qui était celui qu'on a connu, qui allait faire du développement avant et qui allait, entre guillemets, évangéliser les masses. Bon. Et aujourd'hui, les jeunes Africains, qui sont d'abord, je trouve, moi, des citoyens du monde, même avant d'être africains, parce que justement, Internet a permis ce rétrécissement d'un certain côté, eh bien, ils vont chercher les outils dont ils ont besoin pour résoudre des problèmes. Et j'ai envie de leur faire confiance. Déjà parce qu'ils représentent 2/3 de la population, qu'ils sont justement citoyens du monde. Donc ce que je disais moi peut-être hier soir, si vous vous rappelez, dans un film, c'est qu'à la fois ils sont conscients qu'ils ont non seulement à résoudre ou à participer à la résolution des problèmes en Afrique, mais en même temps, ce qu'ils vont faire va participer à l'œuvre commune. C'est-à-dire qu'on a la conscience ensemble d'être sur la même planète. Et ça, je crois que c'est un élément important. Ah bien, ça tortille un peu, pourquoi ça nous interpelle, puisque l'Afrique qu'on pensait à jamais perdue pour la cause, comme on dit, du développement, est en train de trouver des voies. Alors par contre, il nous appartient peut-être de travailler ensemble pour, et c'est l'occasion de discuter comme pendant ces 2 jours, pour essayer justement qu'à un moment la voie soit un peu plus dans un sens du mieux vivre et d'être ensemble plutôt que destructrice de biens publics, etc. Mais je crois que c'est justement dans ce partage de la connaissance, de la réflexion qu'on peut changer les choses. Alors justement, dans ce cadre-là, hier, on recevait Étienne Giros, et vous n'étiez pas là, mais je peux vous le dire, il a insisté énormément sur l'éducation et la formation. Donc c'est pas parce qu'il savait que vous veniez, c'est parce qu'il pense que c'est clé. Et justement, quel est le rôle de la commission que vous coordonnez? C'est de faire du lobbying auprès de son président, et je m'aperçois que ça marche. Oui, ça marche très bien. Nickel, il est là depuis 2 mois et demi, bim, éducation. Voilà, donc moi je suppose que j'ai pas trop fait mon job. Non, je crois parce que là aussi, les choses ont évolué. Il y a 30 ans, on envoyait des expatriés sur le continent africain. Les entreprises étaient dans une construction différente, passant du principe qu'aujourd'hui, elles ont changé, tout le monde a changé, et elles partent de 2 principes. C'est que d'une part, si elles veulent être efficaces, c'est pas de la philanthropie au départ, on ne peut pas rêver. Ça veut dire que ça améliore leur business. Eh bien, ça améliore leur business, c'est en utilisant d'abord des ressources locales, en les formant.
parce qu'ils vont être dans leur contexte plus efficaces. Quand on parlait d'hier, hein, je crois peut-être Etienne Girozavary, mais enfin, on va quand même avoir 50% de la population qui va être dans les villes en Afrique, donc dans 15 ans. Donc ça veut dire que la taille des villes va quasiment doubler. On ne peut pas maintenant dire on va régler ça en discutant à Paris, à New York, à Washington, à l'ONU, je ne sais pas quoi, avec des agences ou des machins. Non. Soit les Africains sont en charge de ces affaires-là, PME, PMI, pouvoir public, etc., et vont construire les infrastructures ou régler les problèmes de services qui vont s'attacher à ça. Et en fait, ils le font. En réalité, il y a une ville comme Lagos, il y a 30 ans, Lagos, c'était un coupe-gorge. Et petit à petit, c'est très, très étonnant, la ville est en train de se structurer, il y a de l'innovation sociale qui part du bas. Donc, vous voyez que c'est des changements importants. On a encore du mal à le percevoir parce qu'évidemment, tant les médias que l'image d'Épinal qu'on peut avoir de l'Afrique reste imprégnée du Biafra, des problèmes. On a encore souvent, on a Centrafrique, Centrafrique, souvent, Mali. On revient des choses, mais enfin, quand on voit la taille du continent. Bon, on peut se dire que sur le continent européen, on n'est pas à l'abri non plus. On n'est pas à l'abri de quelques problèmes. Donc soyons modestes et là-dessus, évitons de donner des leçons. Mais donc ça se produit actuellement et ça bouge, et ce secteur de la formation est une vraie préoccupation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les dynamiques en cours sont énormes. On a 120 millions, un peu plus de 120 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi dans les 5 ans. Le système scolaire, notamment dans les pays francophones, est largement détruit, enfin inapte. C'est-à-dire que le nôtre est déjà quelques problèmes d'adapter la formation à l'emploi, de former des gens qui vont trouver du travail. C'est déjà une difficulté en Europe. Vous imaginez, avec des flux et des moyens différents. Et donc il va falloir prendre le problème autrement. Donc les entreprises s'intéressent à cela. Pourquoi ? Parce qu'elles se rendent compte que si elles attendent sur le perron en disant on veut des gens formés, eh bien, il n'y aura personne en face, et donc il faut qu'elles développent de nouvelles stratégies qui seront à la fois d'être des partenariats avec des centres de formation, pour dire en moins émettre des signaux, pour dire voilà les compétences dont on a besoin, pas nécessairement les diplômes, les compétences. Je vous donnerai un exemple après de choses assez étonnantes. Et deuxième chose, elles vont effectivement aussi construire sur... on ne peut pas répondre uniquement en construisant des universités et des écoles, 10 000 étudiants qui arrivent en plus par an au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est impossible physiquement. Donc il faut y répondre en utilisant effectivement le numérique, donc en construisant des contenus, donc qui sont peut-être même plus efficaces en termes pédagogiques que la réalité, qu'un laboratoire où on va passer chacun sur un atelier. Pour revenir à un exemple, justement, qu'il faut raisonner out of the box, comme on dit, très, très rapidement, quand Toyota s'est installé à Lille, ils ont cherché des gens pour travailler sur les chaînes, évidemment, pour produire des voitures. Et en fait, ils ne trouvaient pas beaucoup de gens avec ce type de formation. Et ceux qui avaient la formation ou la compétence la plus proche, c'est les gens qui sortaient de l'école de boucherie. Vous voyez, donc sortons. Ça veut dire que quand on regarde la question des compétences par rapport au prisme déformant des diplômes, je vais être avocat, etc., l'économie qui est en train de se construire, non seulement en Afrique mais dans les pays émergents, fait appel à des compétences, mais qui ne sont pas agencées de la même manière nécessairement que les diplômes que l'on a, nous, dans la vieille Europe. Et c'est une des parties du problème aujourd'hui, de raisonner autrement. Et les entreprises sont un acteur aujourd'hui important, donc il faut se parler. C'est ça que ça veut dire. Pour l'instant, on ne se parlait pas beaucoup. Alors, une batterie de questions sur le niveau de développement numérique justement en Afrique. Alors, je vous les pose, il y en a 3. Une question de Guy. Quels sont les changements nécessaires que les pays émergents, donc là on va plutôt se focaliser sur l'Afrique, doivent prendre en compte afin d'intégrer au mieux les nouvelles technologies? Première question. Deuxième question de Louis. Comment les pays toujours émergents et toujours africains peuvent-ils tirer profit plus efficacement des technologies de l'information? Et Dimitri, pouvez-vous nous parler de l'avancée des technologies en Afrique? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement? Est-ce que finalement, quand on part de peu ou de pas grand-chose, on n'est pas plus armé pour se mettre à niveau plus vite? Je pense aux télécoms, par exemple. Non, ils vont aller beaucoup plus vite. Enfin, c'était, moi, j'ai animé la table ronde sur l'économie numérique, et c'est ce qui en ressort. Bon, il y a encore des éléments d'infrastructure, mais ils sont dans les 4-5 ans où ils vont être construits. Donc, parce que par exemple, les backbones sont en place. Maintenant, on développe les infrastructures qui rentrent, fibre optique, etc. Et autres. Donc, on peut penser d'ailleurs que déjà le Rwanda cette année passera à la 4G. Oui, c'est ça. Est-ce que justement les réseaux mobiles, est-ce qu'ils ne sont pas souvent plus
modernes que ceux qu'on Oui, parce a que, en Europe. alors, à la fois, ils vont sauter des Oui, exactement, des ouais. jets comme ça, un peu plus rapidement. Après, évidemment, ça va dépendre de la volonté politique dans un pays, de la gouvernance, et des capitaux et de l'efficacité des opérateurs pour utiliser ces services. Mais les infrastructures, on parle des infrastructures, on peut considérer que, par quelques exceptions justement à cause de ça, elles seront en place. Avec une petite nuance entre la ville et la campagne. Évidemment, les villes sont déjà connectées. Après, ce qui est important, c'est l'usage. On a maintenant du mobile, c'est-à-dire que les gens ont des couvertures de mobile qui sont à plus de 100% ou 130% dans certains pays. Donc on est passé, là aussi, ils n'ont pas d'ordinateur, mais ils ont sauté l'ordinateur pour sauter dans ce qu'est un ordinateur, un mobile. Oui, ou une tablette. Une tablette, etc. Donc voilà les types de sauts technologiques, ils étaient en retard il y a 10 ans, ils deviennent en avance. L'autre élément aujourd'hui, c'est qu'effectivement ces technologies-là font qu'aujourd'hui se développent des applications. Et donc derrière, là-dessus, ils ne sont pas en retard du tout. Le M-paiement est plus développé au Kenya et dans la zone qu'en Europe. Donc à un moment, l'utilité fait loi. Et donc ils vont développer les services parce qu'aujourd'hui, ces technologies-là, elles sont partagées. On ne va pas demander à la Banque mondiale ou à un intermédiaire pour les avoir. On va les chercher sur le marché et elles sont donc là aussi sans frontières aujourd'hui. Et donc la discussion aujourd'hui, par contre... Justement, c'est ce qu'on vous demande, donc excusez-moi de vous couper. Ce qu'il est ressorti justement de cette table ronde, là vous nous avez planté le décor, et de votre table ronde, est-ce qu'il y a des éléments clés qui... Oui, des éléments clés, c'est qu'aujourd'hui la vraie bataille, c'est la bataille des contenus, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des services. Bon, alors sur les contenus, il y a un vrai enjeu, si on revient à l'éducation, il y a maintenant effectivement à changer non seulement de la technologie, de la pédagogie, mais la technologie, donc la technologie c'est en train de se faire, mais la pédagogie suppose qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est pas parce qu'on a accès à un cours au MIT qu'on a un dispositif de formation et encore moins quelque chose qui vous amène à un emploi. Donc là, il y a un champ considérable et la difficulté, c'est de passer de la micro-expérience à des éléments, des changements d'échelle, donc passer au massif. Et donc il y a des coûts d'investissement évidemment importants dans un débat. Donc ça, comme on dit, les business models sur ces questions-là et sur les questions d'un certain nombre de services ne sont pas réglés puisqu'ils nécessitent souvent des investissements de départ assez importants pour ensuite pouvoir s'adresser à des gens qui ont des pouvoirs d'achat limités. Donc on a, évidemment, c'est pas si simple, plus facile d'aller chez les riches que chez les pauvres. Par contre, voilà, donc il y a donc beaucoup de gens travaillent là-dessus. Les modèles ne sont pas encore figés, donc les 4 à 5 années, et vont se produire certainement aussi dans les 4 à 5 années des innovations dont on ne mesure pas encore exactement l'importance, qui vont débloquer un certain nombre d'éléments dessus. Alors, on ne peut pas dire ce que ce sera, mais elles vont se produire parce que tous les 5 ans, de toute façon, c'est, on pourrait dire, prévisible. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, ces sauts-là vont être faits. Et c'est vrai que du coup, ils font l'économie aussi de la déconstruction d'une économie. Ouais. Bon, ils sautent dans une nouvelle économie. Alors par contre, ça pose des problèmes dans les cultures, puisque, exemple, ce matin, on avait une jeune Kenyane qui s'occupe du iHub à Nairobi. Évidemment, ça suppose que la société laisse la place aux jeunes. Alors vous voyez que c'est déjà compliqué en Europe ou en France. Mais dans des cultures africaines, ça peut poser des difficultés parce qu'avant qu'on laisse parler un jeune dans une famille ou dans certaines cultures, ça prend du temps. Donc actuellement, le problème des jeunes et des 2 tiers de la jeunesse africaine, c'est un peu de renverser la table, sans de prendre la place qu'ils doivent avoir parce que c'est eux qui vont construire cette nouvelle économie, c'est pas papa-maman. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Et bonne fin de conférence. Merci à vous.